Merci Pascal pour cet accueil. Effectivement, donc c'est la troisième fois que je participe au Segamed, donc j'ai plaisir à rejoindre cette équipe pour leur dynamisme et pour l'innovation qu'elles apportent en éducation. Et puis pour moi, ça me donne un exemple à chaque fois pertinent d'intégration réussie du serious game, parce que souvent on parle d'immersion, de jeux sérieux, etc., d'interface de simulation, et puis on me sort plein de contre-exemples efficaces en éducation, et moi ça me permet de l'en donner au moins certains qui le sont et sur lesquels personne ne remet en question. Donc la première fois que j'étais venu, effectivement, j'avais parlé de pédagogie active et je l'avais un petit peu défini. La deuxième fois, j'en avais montré une expérimentation comme quoi ça pouvait fonctionner. Alors effectivement, on trouve toujours des contre-exemples, hein. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'un autre sujet qui est basé autour de l'analyse, en fait, d'un bilan, en fait, de ce qui se fait en éducation à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je suis Jean-François Cessy, j'enseigne la communication et la culture numérique à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, et je mène des recherches en sociologie du numérique dans le laboratoire Passage. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler du numérique pratiqué par les jeunes d'aujourd'hui et éventuellement, on va aller voir un petit peu ce qui pourrait se passer, l'influence que ça pourrait avoir sur les salariés de demain. Alors, je vous propose ce plan. Bon, après, si on ne le respecte pas, c'est pas grave. L'informatique à l'école, donc. J'aimerais déjà situer ça dans l'histoire, puisque bon, dans cette salle, vous êtes relativement jeune, mais si on y regarde bien, on pourrait facilement trouver des gens qui n'ont pas connu l'informatique à l'école, hein, puisque c'est une histoire qui n'a que 47 ans. Le concept d'informatique à l'école, selon Georges-Louis Baron, hein, qui maintenant est émérite dans ces champs-là, est un outil disciplinaire qui date de 1970. Et si on maintenant le regarde avec l'angle qu'on en a nous, c'est-à-dire le numérique éducatif, ça n'a que 12 ans. Et je m'appuie là-dessus sur les enquêtes du ministère, c'est-à-dire le numérique éducatif tel qu'on le définit, c'est-à-dire comme support et amplificateur de l'apprentissage, et non pas comme discipline, ça n'a que 12 ans. Et là, je vous liste donc les enquêtes, justement, qui montrent l'intérêt du ministère pour ce numérique éducatif. Et on voit tantôt un intérêt basé sur l'équipement matériel. Alors c'est vrai que c'est assez sécurisant, l'équipement matériel. Mais après, il faut aussi s'intéresser aux usages. Donc, suivent des enquêtes qui portent sur l'usage, mais en général, c'est l'usage des enseignants, comme vous pouvez le constater, hein. Et au final, il faut attendre 2015 pour voir le numérique au service de l'apprentissage des élèves. Donc, l'intérêt centré sur l'apprenant et son apprentissage, et non pas sur le reste. Et en 2015, donc, justement, pour développer cette approche, le ministère lance un appel à projet IFRAN de 30 millions d'euros pour développer une approche scientifique du numérique éducatif. Donc, dans cette mouvance, ce travail de recherche en sociologie du numérique dans le système scolaire palois, donc à Pau, qui a eu lieu l'année dernière, en 2016-2017, auprès de 2 collèges, 2 lycées et l'université à Pau, ce qui la rend peut-être différente des autres, c'est qu'elle porte sur 12 niveaux scolaires, de la 6e à Master 2, avec un même questionnaire, un même protocole. Imaginez la difficulté pour rédiger une question, et a fortiori 99, qui soit compréhensible à 11 ans et pas trop infantilisante à 25 ans. Donc ça a été un vrai challenge, et puis ça va nous donner, vous allez voir, une vision complète, enfin complète, de la 6e à Master 2. Elle n'est pas complète, on ne va pas à la maternelle, mais disons, là où on peut enquêter, une vision assez large du numérique en éducation. Bon, donc on va utiliser un pluralisme méthodologique qui sera construit ainsi, c'est-à-dire qu'on a commencé par une phase qualitative qui nous a permis, à travers 41 entretiens sur tous les niveaux scolaires concernés, de bien cerner les usages et donc de faire un questionnaire quantitatif qui soit calé sur ces usages-là. Donc c'est pas un questionnaire déconnecté, hors sol, c'est un questionnaire qui s'est vraiment basé sur le terrain, qui s'est construit avec le terrain. Et donc, comme vous le voyez, 99 questions. Et l'intérêt, c'est qu'on l'a fait en classe complète, c'est-à-dire que c'est pas un échantillonnage qu'on propose là, c'est une vision quasi exhaustive d'une population mère. C'est-à-dire qu'on a enquêté vraiment par classe complète. Et comme vous le voyez, donc la population mère, elle fait 979 répondants, on en a touché 792. Donc là, on n'en est pas à un échantillonnage, c'est vraiment une représentation fidèle. Voilà. Et pareil après pour le questionnaire enseignant, sauf que là, ça a été plus compliqué d'adresser les enseignants, mais on en a quand même touché 1 sur 2, comme vous pouvez le voir. Donc c'est pas mal, hein. Un taux de 50% de réponse, c'est aussi très honorable, avec un questionnaire de 44 questions. Alors les 7 constats qu'on va en tirer, le premier constat, c'est que le jeune est écranovore. Écranovore parce qu'il fait 5h40, enfin il passe 5h40 dans sa journée sur écran, sur tous les écrans, hein.
pouvez tous les agglomérer. Je vous ai mis la courbe là pour simplifier du volume horaire annuel en fonction du niveau scolaire. Et vous voyez que bon, en cinquième, on va être plutôt à 69 jours, jusqu'à 102 jours par an en L1. Et donc, deux chiffres pour comparer ça d'une manière à avoir un angle de vision différent, c'est que ça représente un quart de sa vie, donc le jeune passe un quart de sa vie sur écran, il faut quand même avoir ça à l'esprit. Et une donnée encore plus importante, c'est qu'en fait une année scolaire, ça fait 1100 heures. Bon, ça dépend de quel niveau scolaire, etc., mais en moyenne, 1100 heures. Sauf que notre jeune, il passe 2160 heures sur écran. Donc ça veut dire que chaque année, il passe 2 fois plus de temps sur écran qu'à l'école. Ayez ça en tête à un moment donné. Donc on pourrait se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il en fait. Alors effectivement, la majorité du temps, on entend oui, mais il joue sur écran, etc. Donc on a quand même enquêté sur le loisir, et effectivement, il passe du temps sur écran, mais on a quand même demandé le loisir non numérique s'il était signifiant. Là, vous voyez que la modalité principale en haut, en vert, c'est moins de 7 heures de loisir non numérique. Bon, pour la modalité principale, après de 7 à 13, on a encore 33%, mais on voit que ça fait 7 heures pour la majorité, là où en face on a 40 heures d'écran, hein, en loisirs numériques. 7 heures non numériques, 40 numériques. Et en bas, quand on leur demande, si tu devais comparer le temps consacré aux loisirs numériques du temps consacré aux loisirs non numériques, c'est-à-dire sans écran, que dirais-tu? Et là, on voit que la majorité disent, à 50%, donc si on prend les deux premières modalités, verte et rose, bah, mes loisirs sont numériques. C'est clair et net. Après, il y a égalité entre les deux pour un petit quart, qui ne savent pas trop se positionner, et puis moins d'un quart qui disent mes loisirs sont plutôt non numériques. Donc on voit que le loisir est devenu essentiellement, utilise essentiellement les écrans, et ça c'est d'autant plus marqué, alors j'ai pas eu le temps ni la place de vous mettre les graphiques croisés, mais je vous dis d'ores et déjà que c'est surtout vrai en lycée. Alors le lycée, durant toute ma présentation, vous allez voir que c'est un public tout à fait particulier, ils sont très branchés loisirs numériques. Donc troisième constat maintenant, pour continuer le raisonnement, c'est que le jeune apprend sur écran. Pourquoi? Parce que quand on lui demande « As-tu la sensation d'apprendre beaucoup de choses à travers les écrans et Internet ?» que ce soit pour toi ou pour l'école, c'est-à-dire je ne distingue pas l'apprentissage formel et l'apprentissage informel, 62% ont la sensation d'apprendre beaucoup sur écran. Donc ça veut dire que ce n'est pas qu'un outil de jeu, par eux-mêmes, ils ont l'impression d'apprendre beaucoup de choses sur ces écrans-là. Quatrième constat, alors on pourrait continuer le raisonnement en disant, puisqu'ils ont la sensation d'apprendre, est-ce que ça a un petit peu un rapport avec l'école quand même? Alors, on aura posé la question suivante, quand tu apprends des choses à travers les écrans et Internet, est-ce que c'est par curiosité personnelle, c'est-à-dire dans le cadre de ta vie privée, ou est-ce en réponse à un travail demandé par un enseignant, c'est-à-dire dans le cadre de ta vie scolaire? Et là, pareil, la réponse est assez claire, puisque si on enlève la moitié rose qui ne s'est pas tranchée, le reste, l'autre moitié, donc, penche vraiment majoritairement à 42% pour un apprentissage qui est en rapport avec la vie privée, c'est-à-dire qui n'est pas cadré par l'institution. Donc ça signifie que la sensation d'apprendre à travers le numérique et à travers les écrans, elle est plutôt informelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à l'école. Et c'est surtout vrai, une fois de plus, chez les lycéens et en début de cycle universitaire. Cinquième constat, les moins de 17 ans souhaitent des cours sur écran. Puisqu'on pourrait leur dire, bon, vous apprenez beaucoup sur écran, manifestement, ce n'est pas grâce à l'école, donc peut-être qu'on pourrait dire, l'école, à ce moment-là, pourrait vous proposer une offre de formation qui utilise davantage les écrans et l'Internet. Et quand on leur pose cette question, souhaiterais-tu avoir davantage de cours durant lesquels tu utilises un écran en classe, et qu'on le croise avec le niveau scolaire, alors, sur ce graphique, vous avez déjà une espèce de solution, mais dans le graphique de base, sur la statistique globale, ce qu'on voit, c'est non. C'est surtout le non. Non, on ne veut pas plus de cours sur écran. Alors c'est assez bluffant, on se dit, mais avec tous les efforts, on déploie des jeux, on déploie des politiques numériques, des services numériques, de la formation innovante, etc. Puis ils ne veulent pas plus de cours sur écran. Mais en fait, ce n'est pas qu'ils n'en veulent pas plus, c'est qu'il y a deux types de populations différentes, et elles sont très nettement marquées par ce graphique, c'est-à-dire que les jeunes, en dessous de la première comprise, souhaitent davantage de cours sur écran, et pas les autres. Alors ça peut s'expliquer de différentes manières, je vous en donne une explication, c'est que ça pourrait être un phénomène générationnel qu'il faudra vérifier en refaisant l'enquête dans 2 ans pour voir si la vague se déplace, mais ça correspond avec un équipement en terminaux et en forfait plutôt illimité, qui fait que ces jeunes-là sont les premiers jeunes en fait de l'humanité, alors dans toutes les sociétés hyper connectées, je ne parle pas que de Pau, qui ont pu se construire dans l'hyperconnexion. C'est-à-dire que c'est la première génération de l'humanité à avoir pu, dans leur socialisation primaire,
et le début de leur socialisation secondaire, à avoir vraiment un terminal tout le temps connecté dans la poche et pouvoir le consommer à volonté. Donc ça veut dire qu'ils se sont construits à travers cette hyperconnexion et qu'elle a dû impacter la manière dont ils se sont construits. Et comme on va le voir dans d'autres graphiques, ils auraient, semble-t-il, compris le potentiel éducatif de l'outil, contrairement aux autres qui n'ont pas utilisé l'outil de la même manière avant et pour qui ça reste un outil de connexion, etc., mais pas forcément un outil de construction et d'apprentissage. Alors j'avance. 6e constat, le numérique à l'école est mal utilisé. Alors j'ai mis des guillemets pour pas trop froisser. Alors pourquoi je dis ça? Simplement parce que dans les premiers usages constatés, les usages massifs, ce qu'on fait souvent quand on dit quels sont les usages déclarés par les étudiants, on crée des documents textes, on lit des documents numériques, que ce soit des sons, des vidéos, etc. On a quelques logiciels métiers aussi. Et puis tous les autres usages qui, malheureusement, sont les usages qui supportent le mieux l'apprentissage, tout ce qui est création, interaction et jeu, sont les parents pauvres des pratiques numériques scolaires, donc tout ce qui est quiz, créer, compléter un site internet, créer des sons, des vidéos, dessiner, donc tout ce qui est créatif, le dialogue, le jeu, tout ça est en fait très très peu pratiqué. Et d'autant plus que quand on fait définir le volume de toutes ces pratiques, ça représente moins de 4 heures par semaine. Et dans les faits, en fait, moins de 3 heures. Parce que l'heure supplémentaire, elle est due aux universitaires, enfin les étudiants, qui, eux, en fait, ont l'occasion de sortir leur ordinateur quand ils veulent. Et donc ça fausse un petit peu le calcul, mais on peut le voir sur d'autres graphiques. Donc en fait, c'est moins de 3 heures par semaine. Et vous voyez que les activités en question, en fait, ne sont pas celles qui supportent le mieux l'apprentissage avec le numérique. C'est ce qui pourrait nous permettre de faire conclure que quand on enquête sur le numérique en éducation, souvent on dit ça perturbe, ça ne supporte pas l'apprentissage, c'est nuisible. C'est tout simplement parce que les usages en question ne sont pas les bons usages. Donc on fait une enquête qui met en difficulté fatalement le numérique. Alors j'ai un schéma à la fin qui illustre mieux ça. Je vais enchaîner. 7e constat, donc notre forme scolaire, en plus, elle est jeune. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que je m'appuie, alors chacun peut avoir un avis différent et je vous le mets en négociation. En tout cas, pour moi, c'est ce repère-là que j'ai envie d'utiliser. C'est la création des écoles normales par François Guizot en 1833, qui a mis fin donc aux écoles mutuelles telles que la classe de Pestalozzi, etc., où on faisait de l'apprentissage par les pairs. Je vous en ai parlé en première année, et qui montrait des formes très efficaces de formation par les pairs. Donc tout ça, ça a été normalisé dans un but de massification de l'enseignement. On a dit, même à l'époque, on appelait ça mécanisation de l'enseignement, donc c'est un joli mot, je vous laisse l'interpréter. Donc 184 ans, c'est pas non plus aberrant. Alors certes, on n'y était pas, mais je veux dire, ça représente pas 50 générations non plus. L'informatique à l'école, j'en ai déjà parlé, c'est même pas une génération. Le numérique éducatif, ça a 12 ans. Donc tout ça, c'est jeune. Donc pourquoi, comme tout jeune, notre école ne serait pas en pleine croissance, notamment avec le numérique, et qu'on ne devrait pas la faire évoluer? Tout ça, ça paraît logique. De plus, nos jeunes apprennent avec les écrans et Internet, mais sans l'aide de l'école. Enfin, majoritairement, j'entends, statistiquement. Donc le numérique bouscule toutes les frontières, y compris à l'école. Donc, c'est pas aberrant de repenser le rôle de l'école. Et là, donc j'enchaîne. Sur le fond, si le rôle de l'école n'est pas de former le citoyen numérique de demain, on se demande bien quel est-il, parce que là, je vous mets une petite liste. Alors, bien sûr, on pourrait en trouver des tonnes d'autres, mais j'ai voulu limiter la quantité de textes. Quand on parle d'éducation aux médias à l'Internet, de cybersécurité, de cybercitoyenneté, mes usages, addiction du numérique, les données personnelles, le télétravail, toutes ces rubriques-là, il y a 10 ans, on n'en parlait pas. Donc, ça veut dire que toutes ces émergences nouvelles de choses, si l'école ne forme pas à ça, comment nos futurs citoyens deviendront des citoyens numériques éclairés et comment ils pourront s'insérer dans le marché du travail sans ça? Et sans parler des habiletés numériques, c'est-à-dire du savoir-faire numérique, tout ça, ça paraît aberrant. Donc ça veut dire que nous sommes obligés d'envisager une matière qui serait une culture numérique et de la disséminer, non pas qu'en tant que discipline, mais en tant que culture générale. Et sur la forme, bien entendu, nous devons faire nos étudiants des entrepreneurs de leur potentiel. Alors je vais détailler un petit peu ça pour qu'ils deviennent des citoyens et acteurs numériques, acteurs du système, de l'écosystème numérique. Parce que le numérique, c'est pas qu'un outil, c'est un écosystème et c'est une culture. Donc en tout cas, nous, en éducation, on doit considérer le numérique éducatif à la fois comme un outil et à la fois comme une culture. Et je vais vous détailler ça dans un schéma. Bon, j'aimerais en tout cas vous donner ma vision, après elle est négociable, pour changer notre vision du numérique éducatif en tant qu'outil et culture. Et je vous soumets donc un schéma que j'ai créé pour arriver à expliquer des concepts parfois qui me semblent compliqués à faire passer, et notamment à expliquer pourquoi parfois les enquêtes en éducation réussissent
à prouver que le numérique apporte une plus-value pour l'apprendre, et des fois non. Donc ce schéma, imaginez la technologie, elle est représentée ici par un microphone, un amplificateur et un haut-parleur, d'accord comme on le sait, si on met un mauvais signal en entrée d'un amplificateur, en sortie, on n'aura pas grand-chose si ce n'est des parasites. Alors imaginez que le signal en entrée, ce soit une pédagogie qui n'est pas adaptée au système technique. Donc on met en entrée un signal pas adapté, une pédagogie peu adaptée à notre système technique. En sortie, donc on aura un signal parasité. À ce moment-là, que vont faire les étudiants? Ils vont préférer le signal original plutôt que le signal amplifié par le numérique, parce qu'il y aura moins de parasites. Si donc on se met dans ce scénario-là, ça veut dire que l'enquête scientifique viendrait dire « Oula, le numérique, la perturbe l'apprentissage, ça détourne l'attention des étudiants, ils préfèrent écouter le signal à la base, donc ça ne fonctionne pas du tout, il faut l'enlever. » Et ils auront raison. Maintenant, si on prend une pédagogie adaptée, c'est-à-dire un signal qui est compatible avec la technologie, ça veut dire que la technologie va l'amplifier. On va avoir en sortie un signal plus fort, que je vais appeler un signal à forte portée, qui va s'affranchir des distances, du temps, du nombre d'étudiants, va proposer une interaction plus forte, voire même une individualisation, parce que je vais pouvoir le réécouter à ma sauce, le capitaliser pour le garder, en faire mon patrimoine numérique, et puis conceptualiser des choses un petit peu compliquées, telles que les tables que vous avez vues dehors ici, et qui montrent des choses superbes. Bon. Ok, donc un signal en entrée compatible, en sortie un signal amplifié par le numérique. Si on fait une enquête là, on va pouvoir démontrer que le numérique a une influence positive sur l'apprentissage. Pour que ça fonctionne, simplement au niveau de la gouvernance, il nous faut arriver à mettre en place une offre de formation auprès de nos formateurs, c'est-à-dire des enseignants, à 3 niveaux. Et ça, souvent, c'est pas bien perçu, c'est pas bien compris. C'est-à-dire une formation déjà à la pédagogie, c'est là où parfois on est encore un peu pauvre, pour pouvoir enseigner à nos enseignants à produire un signal pédagogique qui soit compatible avec les technologies et qui serait amplifié par celles-ci. En 2, je vais passer directement au numérique, former nos enseignants au numérique pour leur apporter de l'aisance technologique. Et cette aisance, vous voyez, en plus, j'ai fait la petite flèche sur le volume, ça veut dire qu'en plus de produire un signal pédagogique de qualité et compatible, on va pouvoir monter le volume. Ça veut dire qu'en plus, on va utiliser toutes les subtilités du système, donc formation numérique. Et le 3e niveau, c'est la formation à la culture numérique. C'est-à-dire que chaque enseignant devrait avoir un minimum de ce que j'appelle la culture numérique. Et ce signal-là, en fait, il va le superposer à sa pédagogie. C'est-à-dire que pendant qu'il parle de disciplinaire, en même temps, il y a un petit peu de culture numérique dans ce qu'il raconte et d'usage du numérique. Donc, ce qui fait que ça aussi, c'est amplifié par la technologie et ça se retrouve en double signal en sortie. Et à ce moment-là, vu que l'étudiant, partout où il va, en fait, il a un signal disciplinaire, puis il a toujours un petit peu de culture numérique en fond, ça devient pour lui un réflexe. Et c'est comme ça qu'on fabriquera nos citoyens numériques de demain, puisque, en fait, ça deviendra quelque chose de constant dans tous ces apprentissages. Alors maintenant, pour aller vers le demain de la présentation telle qu'elle est proposée, si on prend la définition de l'employabilité, selon le ministère français chargé de l'emploi, l'employabilité est la capacité, alors je vous ai souligné 4 mots que je vais reprendre, d'évoluer de façon autonome à l'intérieur du marché du travail, de façon à réaliser de manière durable par l'emploi le potentiel qu'on a en soi. Si on détaille chacun de ces mots, évoluer, donc c'est en lien notamment chez nous avec l'apprentissage et la croissance, c'est-à-dire ce qu'on pourrait relier au savoir-devenir. L'autonome ou l'autonomie, on le relie le plus souvent à l'autodirection et l'autorégulation, c'est-à-dire des qualités qu'on cherche à développer chez nos apprenants, donc autodirection et autorégulation dans l'apprentissage, mais aussi dans la tâche, donc ça relève des savoir-être et des savoir-faire qu'on essaie de développer chez eux. Le réaliser par soi-même, c'est ce qu'on va rapprocher de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le fait d'entreprendre et d'être volontaire pour aller vers l'avant et à partir d'une idée innover. Et le potentiel, donc, qu'on va rapprocher au savoir et au savoir-faire dans des situations complexes. Donc, on pourrait dire ça autrement, tout simplement, hein, c'est-à-dire synthétiser ces définitions en disant, il suffirait, alors c'est facile à dire, hein, de faire de nos étudiants des entrepreneurs de leur potentiel. C'est-à-dire non pas des gens passifs, hein, j'appellerais ça de la passivité analogique tout à l'heure, mais des gens acteurs de leur potentiel, donc des entrepreneurs. Il faut qu'ils travaillent à développer leur potentiel. Mais ça, en fait, c'est théorisé par les sciences de l'éducation depuis assez longtemps. Et alors, je prends un auteur récent pour avoir quelque chose donc, de contemporain. Développer un état d'esprit entrepreneur, ça correspond à développer, et on pourrait commencer très tôt, il faudrait commencer très tôt, ça serait très bien, un état d'esprit de croissance.
Alors, Carol Dweck, dont je vous ai déjà parlé, je crois, en année 2, a théorisé ça d'une manière très accessible en plus à tout enseignant. Donc, je vous le conseille. Elle a un livre qui est sorti en 2010, Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite, qui donne des conseils sur lesquels je vais passer, puisque aujourd'hui, on n'est pas là pour faire un cours de pédagogie. Hein. Mais donc, elle donne des conseils simples. Alors, je vous en ai mis qu'un petit résumé de choses qu'on peut mettre en place facilement dans ces cours pour changer notre approche de la pédagogie, la rendre un peu plus écologique, un peu plus humaine, et quelque part développer le potentiel chez nos apprenants. Les faire passer de ce qu'elle appelle un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas bloqués dans leur potentiel, qui croient que l'intelligence se construit, alors que souvent c'est l'inverse, qui ne visent pas le résultat mais la performance, c'est-à-dire je ne bosse pas pour une note mais je bosse pour comprendre. C'est un petit peu ça le débat. Et donc cet état d'esprit entrepreneur, il va être renforcé par toutes les pédagogies actives. Ça veut dire qu'il y a un lien direct. Si vos approches pédagogiques sont des approches pédagogiques qui les mettent en situation, en posture de manipuler le savoir à acquérir et d'être acteurs de leur apprentissage, ça veut dire que vous les mettez, vous les habituez à être entrepreneurs de leur potentiel. Alors je vous rappelle quand même que les 3 moteurs de l'apprentissage, apprentissage dit adaptatif, hein, c'est-à-dire ceux qui vous permettent de vous adapter à votre environnement dès le plus jeune âge, sont l'interaction, la découverte de l'environnement et le jeu. Or, le numérique, c'est un puissant vecteur d'intégration de ces 3 moteurs. Ça veut dire que grâce au numérique, on peut mobiliser ces moteurs et quelque part positionner l'étudiant dans une démarche de nouveau d'apprentissage adaptatif. Alors, des exemples, hein, en interaction, par exemple, quand vous les mettez en situation de communiquer ou de coélaborer de la matière, en découverte, ici vous êtes très fort en simulation, visite virtuelle, réalité augmentée, etc. Donc tout ce qui va leur permettre de découvrir de nouveaux environnements, bon, même si c'est simulé, et puis le jeu, bon, tout ce qui est serious game, ludification, là vous allez remobiliser des moteurs de l'apprentissage, qui sont des apprentissages assez faciles, puisqu'en général, quand on est un apprentissage adaptatif, les choses se font un petit peu naturellement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on met en place des pédagogies actives, l'état d'esprit de croissance que Carol Dweck appelle growth mindset, et puis du numérique, avec ces 3 champs-là développés chez nos étudiants aujourd'hui, demain, vous aurez de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire des gens qui sont entrepreneurs de leur potentiel, et donc de l'employabilité, puisque c'est ce que recherche le monde du travail. Versus une passivité analogique, hein, telle que je l'appelle, c'est-à-dire des gens qu'on apprend à rester assis, calme, à ne pas faire de bruit et à noter tout ce qui se dit. Et si possible sans numérique. Donc là, on rentre dans une forme de passivité analogique. Voilà, donc à vous de voir si vous voulez demain de l'entrepreneuriat, de l'employabilité avec pédagogie active, état d'esprit de croissance ou numérique, et numérique ou passivité analogique. Bon, j'ai fait un schéma pour synthétiser, je pense qu'on va passer dessus pour respecter un timing, et je vais conclure avec cette diapo. Donc notre pédagogie aujourd'hui formera les salariés de demain, avec ou sans numérique. Le numérique, c'est pas le débat là. On peut avoir des approches pédagogiques très actives sans numérique. Simplement, le numérique, j'ai tenté de vous le faire comprendre tout à l'heure avec mon schéma, peut venir en amplification et apporter des plus-values réelles si elle est bien intégrée, cette technologie. Donc l'innovation pédagogique, avant tout, il faut comprendre que c'est une question d'état d'esprit. Donc ça veut dire qu'on doit travailler à faire évoluer les mentalités, et notamment pour développer l'état d'esprit entrepreneur, pour éliminer ou minimiser la peur du changement, de ces formes pédagogiques, c'est-à-dire apprendre à l'enseignant à moins maîtriser chaque minute de son cours parce qu'il est magistral, et à laisser faire, et puis quelque part à se mettre un petit peu en danger dans des activités où il ne maîtrise pas tout ce qui va se passer et les questions qui risquent d'être posées. Donc éliminer aussi ou minimiser les peurs de disparition du métier, parce que quand on dit qu'on met du numérique ou des cours en ligne, ça y est, on va vider, on va éliminer des tonnes de profs. Bon, le lâcher-prise nécessaire au changement de rôle, l'acceptation des expérimentations par tous les acteurs du système éducatif. Alors c'est vrai que l'institution peut avoir peur des expérimentations, ça peut être les parents, ça peut être les enseignants, ça peut être les étudiants. Dans mes enquêtes, j'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais j'ai des tonnes de statistiques qui montrent que c'est pas du tout le souci des enseignants qui veulent innover. Ils n'ont pas peur de ça. Donc tout ça, en fait, c'est des présupposés qu'on peut facilement éliminer avec des statistiques et avec des enquêtes. Et puis bien sûr, ne pas avoir peur de l'amplification par le numérique. Donc tout ça, c'est bien un ensemble d'états d'esprit, de conception à travailler et à reconfigurer. Et donc il faut avoir un service d'assistance. Souvent dans les universités, on a des services universitaires de la pédagogie ou des gens qui peuvent vous aider à éliminer ces présupposés et quelque part à commencer à vous mettre sur un bon chemin, et puis bien sûr trouver après une offre de formation qui va permettre d'y aller aussi bien en pédagogie qu'en numérique, et puis aussi dans la culture numérique. Voilà, tout ça allant vers une meilleure employabilité. Et je vous remercie. Nous pouvons passer aux questions si vous le souhaitez.
Merci. Merci Jean-François. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est vrai que tu nous interpelles et c'est très bien, tu joues le rôle un petit peu d'aiguillon. Peut-être pour... Ah, Myriam. Il faut lever les bras plus haut. Oui, j'ai trouvé très intéressant tout ce que vous avez dit, vraiment. Ça regroupe pas mal de choses sur lesquelles je travaille aussi. Donc, à la base, moi j'étais enseignante, donc ça me touche encore plus votre discours, notamment à la fin, quand vous parlez que les enseignants qui veulent innover, ils ne sont pas bloqués, etc., donc, par rapport à vos statistiques. Mais dans le travail de thèse que je fais, à un moment donné, j'ai aussi questionné des enseignants de l'Académie de Nice sur... Moi, je travaille dans le serious game, donc c'est un peu plus spécifique que le numérique en général. Et souvent, ce qui revenait dans leur discours, est-ce que vous en avez entendu parler, c'est le problème technique, en fait. Simplement pour les mises en place pratiques dans leur classe. Le problème de la salle informatique, le problème de... Est-ce que ça, vous l'avez, vous aussi, eu dans votre recherche, dans vos statistiques, voilà. Alors figurez-vous, alors j'ai eu de la chance, hein, mais bon, j'avais prévu une ou deux slides supplémentaires en me disant bon, les questions risquent de parler de ça, et il se trouve que vous posez, alors je vous remercie, hein, et je vous garantis dans la salle c'était pas prévu. Vous pourrez lui demander au café. Donc j'avais prévu deux slides, donc on peut les utiliser. La première, c'est qu'est-ce qui coince avec le numérique? Parce qu'effectivement, moi ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quels sont les freins et les leviers aussi. Donc j'avais enquêté là-dessus. Et donc je vous montre la slide qui montre qu'est-ce qui coince avec le numérique. Donc j'ai posé la question, quelles sont pour vous les difficultés, les problèmes ou les dangers du numérique en éducation? Donc ça, c'est auprès des enseignants. Hein. Et ce qui ressort, vous voyez, les trois premiers critères sont des critères matériels. Effectivement, équipement désuet, élèves peu équipés, cela peut créer des inégalités, et crainte de panne. Donc, le premier souci de l'enseignant, c'est le matériel. Donc, effectivement, la gouvernance doit équiper correctement l'établissement en fonction des objectifs. Ensuite, vous voyez que le deuxième critère, c'est un critère de temps. Donner du temps. Les trois suivants relèvent de la pédagogie, c'est-à-dire le manque de formation à l'usage du numérique éducatif, la peur que les élèves fassent autre chose, et là c'est pareil, c'est des présupposés qu'il faut arriver à lever en montrant la réalité des choses, et enfin la pédagogie difficile à convertir avec le numérique. Puis viennent la reconnaissance et le potentiel. Ensuite, seulement les réticences. C'est-à-dire que souvent, c'est pareil, on part sur des présupposés. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si les élèves n'en veulent pas, si les parents des élèves n'en veulent pas, etc. Mais en fait, ça, c'est pas le souci des enseignants. Enfin, c'est pas les soucis premiers. C'est pas ce qui les inquiète en premier lieu. Donc, on peut passer à autre chose. On peut passer outre dans un premier temps. Bien sûr, il peut y avoir des contextes spécifiques. Mais regardez surtout, j'ai réparti ça sur un graphique par niveau scolaire. Donc vous avez en bas à gauche un petit carré lycée, en haut à gauche un petit carré collège, et puis à droite le carré université. Vous les voyez? Donc ces carrés-là, c'est pour localiser les établissements scolaires, et autour les problématiques. Les problématiques, plus le cercle est gros, plus la problématique est proéminente, et plus elle est proche du carré, et plus elle est proéminente pour le niveau scolaire. Mais vous voyez que les problématiques sont différentes d'un niveau à l'autre. Par exemple, à l'université, une des problématiques principales, c'est la pédagogie qui est difficile à convertir avec et vers le numérique. Et par exemple, le numérique apporte peu dans ma discipline. C'est typiquement universitaire. L'investissement pédagogique peu reconnu par la hiérarchie aussi, c'est plutôt universitaire. Le lycée, vous voyez, ce qui est typique au lycée, c'est le manque de formation à l'usage du numérique éducatif. Alors j'ai plein d'autres graphiques que je n'ai pas eu le temps de vous montrer qui montrent que le lycée est un peu oublié dans certains domaines. Et c'est dommage. En collège, vous voyez, les problématiques, ce serait plutôt les élèves peu équipés. Ben, on peut comprendre, hein, plus jeunes, ils ont moins accès au matériel, et les établissements abondent pas. Et la peur que les élèves fassent autre chose aussi, sont des thématiques plutôt collège, université. Et puis les thématiques communes, vous voyez, le manque de temps, l'équipement, la crainte de panne, ça c'est un petit peu centré entre les niveaux scolaires. Donc vous voyez qu'à chaque niveau, bon, je ne peux pas étayer sur le reste, mais chaque niveau scolaire en fait a des besoins, des envies différentes et des problématiques différentes. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas une offre de formation au numérique et à la pédagogie, mais des offres par niveau qui relèvent de thématiques foncièrement différentes. Bien entendu, après il faut assurer un minimum vital en matière de technologie. Merci. Avec plaisir. D'autres questions? Je voulais juste revenir peut-être sur un élément. On forme des gens qui vont avoir the ability to be employed, la capacité d'être employés. Et dans tout cela, ça veut dire aussi qu'on est à l'écoute de ce que le secteur de l'emploi attend. Et
lorsque l'étudiant qui est en emploi revient à l'université se former, il va choisir les endroits qui sont bénéfiques, qui sont gagnants dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait, ça réinterroge, comme tu le dis, notre propre approche, c'est-à-dire que nos étudiants nous choisissent. Et ils nous choisissent parce que c'est complètement... Alors, dans la salle, il y a la responsable de tout le champ biologie santé, Cécile Saboureau. Et l'idée, quand on fait les maquettes, en fait, on les fait sur les approches de connaissances. On essaye de voir si derrière, il y a des compétences qui sont associées à la mise en œuvre de ces connaissances. Mais derrière, le monde de l'entreprise, il a évolué. Et il évolue beaucoup plus rapidement entre guillemets, qu'on ne le pense, et on s'en rend compte lorsqu'on prend des gens qui sont en reconversion, ou qui sont en, comment dirais-je, en formation continue, où ils veulent, on sait que les pédagogies sont différentes, mais en plus derrière, ils vont aller choisir, et il y avait un petit reportage à la télé, il y a plus de temps, où effectivement ils interrogeaient quelqu'un qui allait choisir un enseignement entre guillemets à distance, parce que pour elle, il était inconcevable de devoir maintenant se déplacer, il y avait le numérique, et donc il fallait, ne serait-ce que ça, c'est une, entre guillemets, une montée en charge. Oui, il faut qu'on se remette en question, ça c'est clair. Tu parlais de la posture, effectivement, de la mise en situation et en délicatesse de l'enseignant, on va dire percuté, malmené par ses étudiants, mais alors il y en a quelques-uns dans la salle. On a monté la junior entreprise avec Jean-François Carrasco et je voyais un petit sourire sur les lèvres du président de la junior entreprise. Oui, c'est parce que derrière il y a quelque chose qui a entre guillemets non pas muté, mais peut-être quelque chose qui est en train véritablement de créer ce que c'est l'enseignement et l'apprentissage, puisque finalement on apprend tout autant des étudiants, mais ça on le sait quand on est en 3e cycle. Un vieux crouton va apprendre beaucoup de son thésard, et c'est normal. Mais c'est normal. C'est normal. Et il faut que ça soit dans ce sens-là. Donc, revoyez les 2 premières présentations, parce que vous avez compris que Jean-François structure d'année en année les choses, et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Plus de réflexion. Merci beaucoup, Jean-François. Merci à vous. Bon, je voulais juste dire, si on est tous capables de faire preuve de l'humilité dont tu fais preuve en disant qu'on s'enrichit à travers nos étudiants, je pense qu'on aura gagné une partie de la bataille. C'est-à-dire qu'on ne se positionne plus dans une position magistrale de transfert unidirectionnelle, mais bien dans une co-construction des savoirs. Et en fait, c'est une grosse partie de la réussite, elle est déjà là. Merci Pascal, en tout cas pour l'invitation et pour cette conclusion qui me semble pertinente. Tout à fait. Merci Jean-François. Merci beaucoup. Oui.